HVI en mouvement. Les drones. Ces drôles de robots volants remplacent peu à peu les avions pilotés. Permettant de voir et de tuer à l'autre bout de la planète, ils révolutionnent l'art de la guerre. Et avec eux, la science-fiction devient réalité. Pour la première fois, nous avons pu rencontrer des spécialistes dans ce domaine. Concepteurs, ingénieurs et pilotes. Armée. Nous allons vous montrer les technologies qui rendent ces appareils si puissants et vous dévoiler ce que l'avenir nous réserve. Les drones remplaceront-ils bientôt les avions pilotés les plus perfectionnés? Feront-ils un jour partie de notre quotidien? Au départ, c'était un jouet que mes chiens coursaient. Le problème, c'est que 30 000 drones rassembleront des informations. Ils sont en tout cas loin de faire l'unanimité. Je m'exprime au nom de la loi. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation vient de s'ouvrir et il prête à controverse. 3, 2, 1. Voici l'alliance parfaite entre l'homme et la machine. L'armée de l'air américaine dispose de plus de 2300 chasseurs. Et leurs pilotes, comme Matt McDonough, sont de véritables héros. Les meilleurs pilotes peuvent prendre des décisions hyper rapides quand la situation l'exige. Mais petit à petit, les drones supplantent les avions habités. Les films comme Terminator sont-ils sur le point de devenir réalité? Verrons-nous des machines voler, penser et tuer de leur propre initiative? Les drones sont des robots équipés de capteurs visuels, de systèmes de navigation Cible en vue. et parfois d'armes. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles, et ils possèdent également plusieurs noms. L'Air Force parle d'aérodynes légers télépilotés. On dit aussi aéronefs non habités, mais les médias préfèrent drones. Le Pentagone en utilise plus de 10 000 de différentes sortes, généralement pour espionner et parfois pour tuer. Assez petit pour tenir dans un sac à dos militaire, le Raven est le drone espion le plus utilisé au monde. Furtif, le Sentinelle a fourni des renseignements essentiels en vue de l'élimination de Ben Laden. Pouvant être équipé de missiles, le Predator a effectué des milliers de missions depuis 2001. Quant à l'énorme Global Hawk, il peut espionner depuis le ciel pendant 35 heures d'affilée. Les militaires utilisent les drones pour fournir un appui aux forces terrestres. Et la CIA s'en sert pour débusquer et abattre certains individus. Selon le gouvernement américain, ils auraient permis d'éliminer 70% des hauts responsables d'Al-Qaïda. L'US Air Force prévoit que d'ici 10 ans, ils effectueront un tiers des attaques confiées actuellement aux chasseurs. Un aéronef vole plus longtemps, supporte un plus grand nombre de jets et bombarde avec une plus grande précision s'il n'y a personne à bord. La suprématie des avions les plus performants est donc remise en cause. Et les ingénieurs s'efforcent de faire disparaître le pilote du cockpit. Située dans le sud du Nouveau-Mexique, Holloman est la plus grande base aérienne d'entraînement des opérateurs de vol de drones. Je suis le capitaine Chad. On nous demande de ne pas révéler notre nom de famille pour éviter qu'on s'en prenne à nous. Cet officier a piloté à distance des robots dans des zones de combat pendant 3 ans. Aujourd'hui, il forme d'autres soldats à prendre les commandes du drone tueur le plus célèbre de la planète, le MQ-1 Predator. S'il a déjà révolutionné la façon de faire la guerre, cet engin ne donne cependant qu'un petit aperçu de l'avenir. Dans le domaine des aéronefs non pilotés, on en est à peu près au stade où en était le biplan après la Première Guerre mondiale. On commence tout juste à se rendre compte de leur potentiel.
Contrairement aux chasseurs qui doivent avant tout être rapides et maniables, le Predator doit être endurant. Il est donc léger et économe en carburant. Ça pèse le poids d'un petit pick-up, environ 900 kg, qui sont répartis également sur les roues. D'une seule main, je peux le soulever et le reposer. Le Predator est propulsé par une hélice et son moteur 4 cylindres consomme 300 fois moins de carburant qu'un chasseur. Il vole à 135 km/h. Il peut rester en vol plus de 24 heures. Un chasseur n'a que 2 heures d'autonomie et sa voilure lui confère vitesse et maniabilité. Le Predator plane à 8000 mètres, souvent hors d'atteinte de l'ennemi, et ses longues ailes maximisent la portance. Elles sont assez flexibles. Sans pilote à protéger, un drone est bien plus léger et bien moins complexe qu'un avion. Sur un chasseur, les systèmes de pressurisation du cockpit, d'oxygénation et d'éjection du pilote pèsent à eux seuls aussi lourd que le Predator. Sur un drone, l'espace du cockpit abrite le système de commande par satellite. C'est le cerveau de l'appareil. Ça nous permet de communiquer avec lui, de le contrôler et le diriger. La nacelle sphérique contient une caméra jour et une caméra infrarouge. On peut facilement voir des gens à une dizaine de kilomètres. Cette nacelle permet aussi de tirer les 2 missiles Hellfire. Ici, il y a un laser. Quand on le met en marche, il illumine le sol. On tire le missile et son autodirecteur, qui est ici, le dirige vers le point illuminé avec une très grande précision. Les opérateurs de vol s'installent dans des sortes de conteneurs sur roues et contrôlent leur Predator grâce à une liaison satellitaire. Ils peuvent donc piloter leur engin depuis à peu près n'importe quel endroit sur Terre. C'est exigu. Ça fait à peu près la taille d'un conteneur maritime. Et on peut être de service pendant 2 à 8 heures, selon les cas. Depuis de tels centres de commande, les opérateurs de Predator et de Reaper, un drone plus massif, ont tué des milliers de gens depuis 2001. Sur ces images tournées en Irak, un opérateur repère 2 insurgés en train de tirer au mortier sur une base aérienne de la coalition. Il les piste et tire. Détruit. Les opérateurs fournissent un appui aux forces terrestres en éliminant les menaces, tout en essayant de réduire au maximum les pertes civiles. Ils doivent s'entraîner en permanence. Aujourd'hui, Chad va piloter un Reaper au cours d'un exercice qui va se dérouler dans le désert du Nouveau-Mexique, à 80 km de là. Greg, tu seras mon HVI. Le drone va se mettre en position pour t'observer. Dans un faux village, d'anciens soldats embauchés par une entreprise privée vont jouer les HVI, les cibles que Chad va devoir débusquer. Tu vas être attaqué, et quand tu seras mort, reste sur place. Il y aura 2 insurgés et un soldat américain qui sera en liaison avec Chad. Je vais décoller, je mets les gaz. Et c'est parti. Cet exercice illustre la façon dont les États-Unis utilisent les drones pour soutenir leurs forces terrestres et combattre le terrorisme. Il est le plus réaliste possible, afin d'éviter que les opérateurs ne commettent des erreurs en situation réelle. Il devrait arriver d'ici 20 minutes. Ce sera un Reaper. Test. S'il est à 7600 mètres comme d'habitude, on ne le verra pas. Au bout d'une demi-heure de vol, le Reaper arrive sur zone. Les drones, comme le MQ-9, peuvent suivre automatiquement des coordonnées GPS programmées à l'avance. Mais l'opérateur garde en permanence la main sur les commandes. Les gens ont tendance à penser soit qu'il y a un pilote à bord qui fait tout, soit que c'est un engin non piloté sorti d'un film comme Terminator. Actuellement, la réalité est quelque part entre les deux, sur les 2 types d'aéronefs. On raisonne en distinguant le robot de l'homme, alors que les deux sont imbriqués. Pendant que Chad pilote, son collègue Jay s'occupe des caméras et des lasers.
Quand les insurgés entrent dans le village, le Reaper tourne dans le ciel, plusieurs kilomètres au-dessus d'eux. Bones, Raleigh, situation? Raleigh et Bones, objectif en vue. Grâce à son récepteur portatif et son ordinateur, le soldat au sol qui guide Chad voit la même chose que lui. L'indicatif de Chad est Bones. Celui du soldat est Raleigh. Raleigh, Bones, 2 individus dans le coin nord-ouest de l'enceinte. Poursuivez la surveillance. Raleigh demande à Bones de suivre un HVI vêtu de noir. Raleigh, Bones, le HVI en noir monte sur un 2 roues. Il s'en va. Selon les cas, la décision de tirer peut être prise par un officier renseignement, qui peut se trouver n'importe où, par un commandant sur le terrain ou par l'opérateur lui-même. Bones, Raleigh, apparemment il s'arrête. Bones, je confirme. Traitez l'objectif, Bravo 1. Reçu. Armé. Jay vise avec le laser. On garde la cible dans le réticule. Tire dans 10 secondes. Prêt? Prêt. 3, 2, 1, feu. Bones, tire 25 secondes avant impact. Les missiles Hellfire sont à guidage laser. Les armes qu'on utilise ont une précision de l'ordre de 2,75 m. Et on peut facilement en faire passer une à travers une ouverture de la taille d'une fenêtre. 5, 4, 3, 2, 1, détruit. Raleigh, Bones, évaluation des dégâts. Destruction confirmée. Laser et armement coupés. Disposer d'un aéronef qui peut à la fois détecter, suivre et éliminer une menace en temps réel révolutionne la façon de se battre. Revenons au milieu du siècle dernier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait des mois pour réunir des renseignements provenant de différentes sources, aériennes ou terrestres, les traiter et définir les objectifs à détruire. Ensuite, il fallait utiliser des centaines d'avions et des milliers de bombes pour attaquer une cible choisie sur la base des renseignements glanés au fil de tous ces mois. Aujourd'hui, grâce à ces engins multitâches, le Predator et le Reaper en particulier, on peut boucler toutes ces étapes en moins de 10 minutes. Avant le Predator, il fallait des avions pour la collecte de renseignements et d'autres pour l'attaque. Et la reconnaissance était une phase cruciale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les ingénieurs mettent au point des avions espions ultra sophistiqués. Ils doivent pouvoir voler très haut et très vite afin que les pilotes et les renseignements récoltés ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Le SR-71 volait à 3 fois la vitesse du son, au-delà de Mach 3. Il a atteint l'altitude maximale de 26 000 mètres. Mais on est quelques-uns à être allés plus haut. Tony Bevacqua fait partie de l'élite qui a été recrutée pour piloter cet avion espion construit en pleine guerre froide. Le SR-71 peut prendre des photos du sol avec une résolution de 30 cm depuis 27 400 mètres d'altitude. Et il vole si vite que les missiles n'arrivent pas à le rattraper. J'ai piloté le premier SR-71 qui s'est fait tirer dessus. On survolait Hanoï, à une vitesse de 3700 km/h. C'était très dur de nous suivre. Et le missile a explosé environ 1600 mètres en dessous de nous. Après, on a déguerpi, vite fait. Dieu merci. Mais pour atteindre une telle vitesse, le SR-71 doit refaire le plein toutes les 2 heures. L'autre option, à l'époque, bien moins rapide,
et le U-2. Seulement 12 hommes ont eu le privilège de piloter les deux avions en opération. Tony Bevacqua en fait partie. Je suis très fier d'avoir été pilote de U-2, compte tenu de ce qu'on a fait et de ce qu'on continue de faire. C'est une très bonne plateforme qui fait de la reconnaissance d'excellente qualité. Le U-2 est toujours utilisé aujourd'hui, près de 60 ans après sa mise en service. Et c'est la résistance des pilotes qui limite sa durée de vol à 12 heures. C'est très dur physiquement. Les pilotes ont une combinaison spéciale, mais après un vol, ils sont HS pendant 2 jours, parce que c'est épuisant de monter aussi haut. Un autre facteur limite l'usage des avions espions en général, le risque encouru par le pilote. En 1960, un ami de Tony Bevacqua, Francis Gary Powers, survole l'Union soviétique aux commandes d'un U-2. Son appareil est abattu et il est fait prisonnier. Pour sa défense, le pilote invoque un vol d'observation météorologique. Frank a raconté qu'il étudiait la météo. Mais il avait des kilomètres de pellicule. Donc c'était facile de deviner ce qu'il était venu faire. Khrushchev denounced the United States with every epithet in his vocabulary. He summarily rejected all attempts of the West at reconciliation. L'aviateur restera plus de 2 ans dans les prisons soviétiques. Après ce grave incident diplomatique, le besoin d'avions espions sans pilote devient évident. Dès la Deuxième Guerre mondiale, on arrive à télécommander des avions par radio après l'éjection du pilote. Mais au cours des décennies suivantes et jusqu'à l'avènement du GPS, les drones restent limités par le manque de fiabilité des pilotes automatiques et des systèmes de navigation. Dans les années 60 et 70, les chutes de drones sont fréquentes. Le plus sophistiqué d'entre eux, l'Aquila, s'écrase en moyenne toutes les 20 heures. C'était un petit drone à hélice qui survolait le champ de bataille pour collecter des renseignements qu'il envoyait à l'opérateur. Mais la technologie n'était pas encore au point. Ce programme a coûté plusieurs milliards de dollars et seuls quelques prototypes ont vu le jour. Ça me contrarierait que les États-Unis n'aient pas de drones. Abe Karem est le père du Predator. Voici un des 2 petits drones qu'on a construits dans mon garage entre 1980 et 1983. J'empruntais 18 000 $ par an à ma famille. On n'avait pas un sou de plus. On a utilisé la technologie la plus rudimentaire possible. On voulait montrer qu'en optimisant la conception, on pouvait quand même obtenir de bonnes performances. Sur son premier prototype, baptisé Albatros, il place le moteur et l'hélice à l'arrière, afin qu'il ne perturbe pas les capteurs situés à l'avant. Et il imagine un empennage inversé qui est toujours d'actualité. L'empennage inversé protège l'hélice. Lorsque l'aéronef bascule en arrière, ce sont des patins qui heurtent le sol, pas l'hélice. Après avoir conçu des chasseurs, Abe Karem construit aujourd'hui différents avions. Dans les années 70, quand il commence à travailler sur les drones, il se rend compte que supprimer le pilote ouvre des perspectives intéressantes. La plupart des aéronefs non habités de l'époque s'apparentent encore trop aux avions pilotés. Ça ne me plaisait pas. Et je n'ai repris ni le moteur, ni l'hélice, ni le train d'atterrissage, ni l'ordinateur. Selon lui, rendement et légèreté sont la clé pour obtenir un drone abordable et endurant. Le sien a donc des ailes allongées pour privilégier la portance plutôt que la vitesse. Pour avoir un bon rendement, il faut être comme un oiseau qui monte dans le ciel. Il faut avoir une grande envergure. L'albatros est l'oiseau qui plane le mieux. Son envergure est 20 fois plus longue que sa corde. Et les mensurations de mon albatros s'approchent de ces chiffres. Abe Karem modifie un moteur de kart pour qu'il ne consomme que 0,37 litres à l'heure. L'Albatros devient ensuite l'Amber, un drone de 4,60 m de long
et de 8,50 m d'envergure, ayant 38 heures d'autonomie. La DARPA, l'Agence des programmes de recherche avancée de défense, apporte le capital initial. Ces investissements, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont eu de nombreuses applications dans le civil et ont ouvert la voie aux drones d'aujourd'hui. Dans les années 70 et 80, grâce au financement de la DARPA, toutes sortes de technologies ont vu le jour, dont le GPS, la transmission de données longue distance, l'informatique ultralégère, les matériaux composites, la communication par satellite et les commandes de vol numériques. L'Albatros et l'Amber ont été les précurseurs des drones de l'ère moderne. On travaillait à 3 et on a souvent démontré qu'on avait vu juste. Le secrétaire à la marine et le patron de la DARPA ont dit « Volez 500 heures et on verra combien de fois vous vous écraserez ». Mais on ne s'est jamais écrasé lors des essais militaires. L'Amber n'entre pas en production. Mais après plusieurs versions successives, au milieu des années 1990, il donne naissance au Predator. Ne manipulez pas le missile par les ailes, ailettes, tête chercheuse, moteur fusée, tuyère, connecteur ou carcasse pour éviter dégâts et blessures. Mes drones ne devaient pas être armés. Ils avaient été conçus pour la guerre froide, une époque où c'était surtout les défis tactiques qui importaient. Les deux camps avaient chacun énormément d'artillerie. Entre les deux superpuissances, les drones servent uniquement à espionner et non à attaquer. Mais après le 11 septembre 2001, les États-Unis décident de s'en prendre à des individus. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus un État. Donc, armer un drone peut avoir un sens, même si ça n'était pas mon intention première. En octobre 2001, un Predator armé révolutionne la façon de faire la guerre. J'ai commandé les opérations aériennes en Afghanistan et c'est là qu'on a utilisé pour la première fois une arme installée sur un MQ-1 Predator. Ça présentait des avantages énormes. Ses capacités dépassaient très largement celles des aérodynes légers télépilotés utilisés 10 ans plus tôt lors de l'opération Tempête du désert. Depuis, les drones se sont avérés si efficaces que l'Air Force entraîne aujourd'hui davantage d'opérateurs de vol que de pilotes de bombardiers et de chasseurs. Début du scénario. À la base aérienne Holloman, le commandant Jason forme la nouvelle génération d'opérateurs. Adam 3, reçu. Compte tenu des enjeux, la formation commence sur simulateur. Le commandant Jason programme des scénarios d'entraînement à l'aide de manettes de console de jeux vidéo. Adam 9, tir autorisé. On fait des choses impossibles à faire avec un avion, parce que je crée ce monde. 3, 2, 1, feu. On apprend dans un environnement qu'on maîtrise pour faire toutes les erreurs possibles avant d'aller en mission. Je n'ai pas dû allumer le laser. Je ne sais pas où le missile est parti. Comment ça se fait? Dans la réalité, ça aurait été catastrophique. Contrairement aux pilotes qui s'entraînent pendant au moins 2 ans, les opérateurs de vol sont formés en moins d'1 année. Une étude de la FAA, l'aviation civile américaine, a montré que les gens ayant piloté un avion sont moins bons aux commandes d'un drone que ceux qui n'ont jamais volé. Les pilotes ont des compétences qui sont inutiles et des attentes qui n'ont pas lieu d'être pour qui est aux commandes d'un drone. Donc l'US Air Force recrute des gens dans la rue qui n'ont aucune expérience et ils s'en sortent très bien. Ils n'ont pas été formés au pilotage, contrairement à moi, et en quelques mois, ils sont opérationnels. Adam 9, 15 secondes avant impact. Et quand la mission aura lieu à l'autre bout du monde, elle paraîtra tout aussi réelle. Reçu, détruit. Ça n'a rien d'un jeu vidéo. On ne peut pas redémarrer ou arrêter. Dans la réalité, comme ici en Irak, la technologie permet aux opérateurs de vol de voir plus de choses que les pilotes. On a une autonomie tellement longue qu'on garde les yeux sur l'objectif qu'on va faire sauter des heures avant d'intervenir.
Après, on le traite. Ensuite, on passe encore quelques heures à observer ce qui se passe. Et on doit le faire tout en restant concentré sur les destructions qu'on a occasionnées avec notre aéronef. En 2012, les drones ont effectué des centaines d'attaques dans 4 pays. Officiellement, ils n'interviennent qu'en Afghanistan. Mais au Pakistan, au Yémen et en Somalie, la CIA organise des opérations clandestines, évitant ainsi de mettre en danger la vie de pilotes américains. La technologie supprime certains risques que court un pilote. Donc, les États-Unis ont effectué beaucoup de frappes qui auraient été plus difficiles à exécuter avec des avions. Selon la Maison-Blanche, ces frappes ont permis d'éliminer la direction d'Al-Qaïda en limitant les pertes civiles. Une affirmation difficile à vérifier. On connaît assez précisément le nombre de frappes. Mais ce qu'on ignore, ce sont les détails. Qui étaient les cibles? Ont-elles vraiment été éliminées? Des tiers ont-ils été tués? Il est difficile de le savoir. Malgré l'absence de chiffres fiables, certains affirment que jusqu'à 30% des victimes des drones sont des civils, que les frappes contreviennent aux règles du droit international et qu'elles mobilisent des populations contre les États-Unis. En avril 2012, après plus de 10 ans de frappes, Washington a reconnu recourir aux drones pour éliminer des membres d'Al-Qaïda par la voix d'un conseiller du président, John Brennan. Le gouvernement des États-Unis effectue des frappes ciblées contre certains terroristes d'Al-Qaïda, parfois à l'aide d'aérodynes légers télépilotés, communément appelés drones. Vive réaction dans la salle. Des centaines d'innocents meurent lors des frappes de drones au Pakistan, au Yémen et en Somalie. Ils méritent que vous leur présentiez des excuses, Monsieur Brennan. Je m'exprime au nom de la Constitution, au nom de la loi. J'aime la loi, j'aime mon pays. Mais vous nous mettez en danger en tuant autant d'innocents à travers le monde. C'est une honte. Merci. Il est capital que l'opinion publique américaine comprenne ce qu'implique l'utilisation de cette technologie, parce qu'on s'en sert au nom des États-Unis. Les drones permettent de s'en prendre facilement à n'importe qui, n'importe où, au mépris des frontières. Les frappes provoquent de vives polémiques au Pakistan, au Yémen et en Somalie, et elles soulèvent des questions en matière de droit international. On ne fait pas franchir de frontières à un être humain, mais ça n'en demeure pas moins une invasion. On est entré dans une phase où on effectue des missions à l'aide de plateformes non pilotées. Par le passé, on aurait qualifié ces opérations de guerre et on les aurait traitées en tant que telles. Quand on effectue plus de 300 frappes contre un pays, c'est au moins l'équivalent d'une campagne aérienne, mais on n'appelle plus ça comme ça. Les drones peuvent frapper avec une extrême précision, mais leurs capteurs visuels sont limités, au point de parfois induire les opérateurs en erreur. À l'heure actuelle, l'opérateur de vol d'un Predator n'a pas la possibilité d'avoir une vue d'ensemble. Zoomer revient à regarder à travers une paille et à faire disparaître la vue d'ensemble. Les petites nacelles sphériques permettent généralement d'observer une zone au sol très réduite, même depuis une altitude de 6000 mètres. Je ne vois pas s'il se passe quelque chose à l'extérieur, autour de ma zone. La perception de la situation s'avère donc limitée. Et quand l'équipage zoome, il peut perdre de vue des détails essentiels. Grâce à la loi sur la liberté de l'information, des journalistes se sont procuré une transmission classée top secret datant de 2010, montrant les dérives qui peuvent se produire. Un équipage de Predator a pris des civils afghans, hommes, femmes et enfants, pour des insurgés.
L'opérateur demande « C'est un fusil ?» Réponse de son collègue « Je ne sais pas trop, mais ça ressemble à un objet. » Après des heures de surveillance, un haut gradé ordonne de tirer. 23 civils meurent, la faute notamment aux limites des capteurs. Les ingénieurs planchent donc sur des appareils plus sensibles, capables de voir plus en détail. Aujourd'hui, on met au point des capteurs qui permettent de voir d'un seul coup d'œil un périmètre de la taille d'une petite ville. Ce sont les outils de surveillance de prochaine génération. Pour la première fois, on a reçu la permission du gouvernement de montrer une partie de leur potentiel. C'est important que le grand public en ait connaissance. L'ingénieur Yannis Antoniades a conçu Argus. Avec 1,8 milliard de pixels, c'est la caméra qui possède la plus grande résolution au monde. Elle se loge dans cette nacelle qui est fixée sous le ventre d'un drone. L'essentiel de ces recherches étant classifié, nous n'avons pas eu le droit de voir le capteur. Comme on n'a pas le droit de montrer certaines des pièces du capteur, tout ce que vous pouvez voir, ce sont de jolies bâches en plastique. Argus est l'équivalent d'une centaine de prédateurs qui observeraient simultanément une zone grande comme une ville de taille moyenne. Cette photo a été prise à 5300 mètres d'altitude et couvre une surface de près de 40 km². Elle a été prise à très haute résolution. Si on veut voir ce qui se passe en un endroit du cliché, par exemple près de ce bâtiment, on peut obtenir une image animée de ce qui s'y passe. En touchant simplement l'écran, Yannis Antoniades a ouvert une fenêtre qui montre en détail la zone choisie tout en conservant la vue d'ensemble. Tous les objets animés sont automatiquement suivis et la couleur du cadre qui les entoure indique que l'ordinateur a reconnu de quoi il s'agissait. Il y a des individus qui traversent la rue, d'autres qui marchent sur le parking. La résolution est suffisante pour qu'on voit les gens agiter les bras et les vêtements qu'ils portent. On peut zoomer ainsi sur n'importe quel endroit figurant sur la vue d'ensemble. On peut ouvrir simultanément jusqu'à 65 fenêtres et tout objet de plus de 15 cm de long est visible. De 5300 mètres, on voit une tache blanche qui se déplace. C'est un oiseau. Argus observe en temps réel et enregistre 1 million de téraoctets par jour, l'équivalent de 5000 heures de séquences en haute définition. Si vous dites « j'aimerais revoir tel endroit », tel qu'il était il y a 3 jours, 2 heures et 4 minutes, vous pouvez visionner la séquence comme si c'était du direct. Yannis Antoniades devait concevoir un capteur photo pour Argus. Comme la DARPA qui finançait le projet voulait aller vite et minimiser les coûts, l'ingénieur a utilisé une technologie que nous avons presque tous sur nous. Dans ce téléphone portable, il y a un petit appareil photo. Si vous enlevez le gros du matériel, il vous reste un capteur photo. Si vous en prenez 368 et que vous les installez en mosaïque, vous obtenez Argus. Contrairement à l'appareil photo du Predator dont le champ est limité, Argus fusionne les vidéos de ses 368 capteurs pour produire un flux vidéo d'1,8 milliard de pixels. Cela permet de zoomer et de voir des détails avec une précision incroyable. Argus est-il déjà utilisé? Mystère. Je ne suis pas autorisé à discuter des plans du gouvernement. Mais si on avait le choix, on préférerait qu'Argus reste au-dessus du même endroit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça n'est pas facile à faire avec des plateformes aériennes pilotées. Mais pour ça, le drone est l'outil idéal. Argus pourrait équiper un drone armé comme le Predator.
une plateforme à grand rayon d'action Global Hawk, ou le projet encore à l'étude d'ailes volantes Solar Eagle, qui à terme pourrait voler plusieurs années d'affilée. L'Air Force peut archiver chaque vidéo transmise par chaque drone. On va vivre dans une société de plus en plus électronique où nos mouvements seront surveillés. Les technologies comme celle d'Argus améliorent notablement les capacités de reconnaissance des drones. Mais il n'en reste pas moins que les grands drones de l'armée de l'air américaine s'écrasent toujours plus souvent que les avions. Le Global Hawk, prix de revient 100 millions de dollars, risque 3 fois plus de s'écraser que le U-2 qu'il devait remplacer. Et même si aucun pilote ne risque sa vie, un accident de ce genre ne va pas s'en poser de problème. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si on possède un appareil de haute technologie très performant, on préfère qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. En 2011, un drone espion américain RQ-170 Sentinel a disparu au-dessus de l'Iran. L'aéronef a eu un problème et il s'est posé là où il n'aurait pas dû. Je ne vous en dirai pas plus. Les Iraniens ont affirmé avoir piraté le système de commande informatisé pour prendre le contrôle du drone. En théorie, c'est tout à fait faisable. Il aurait été impossible d'appeler Maverick dans son F-14, dans Top Gun. Allô, Maverick? Recode les avions américains pour en faire des avions russes. Tom Cruise se serait mis à glousser en disant « Je peux pas, mon vieux ». En revanche, on peut brouiller un ordinateur et surtout en prendre le contrôle. C'est une ère nouvelle pour la guerre et elle s'accompagne de possibilités révolutionnaires, mais aussi de dangers nouveaux. La cause de la chute du Sentinelle reste classifiée, mais les drones s'écrasent souvent pour des raisons simples. Les drones ne sont pas toujours très intelligents. Leurs autodiagnostics non plus. En cas de problème, on perd la liaison satellitaire ou la puissance et ils tombent. Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Quand Chad prend trop d'inclinaison latérale, la liaison est rompue. L'image se gèle et il vole à l'aveuglette. J'ai tourné. Il met les ailes à plat et rétablit le contact. J'ai viré serré et le drone a perdu la liaison satellitaire. Sur les aérodynes légers télépilotés, la liaison avec l'opérateur est parfois vulnérable. C'est un problème qui n'existe pas quand il y a un homme dans le poste de pilotage. Darkstar, Furball. Si je perçois une augmentation de la vitesse R ou une prise de roulis alors que ça n'est pas prévu, c'est qu'il y a un problème. Et je vérifie que je fais bien ce qu'il faut. Les drones, eux, dépendent de liaisons qui peuvent se couper, voire, comme ce qui est peut-être arrivé aux Sentinelles, être piratés par l'ennemi. Alors pourquoi ne pas les rendre autonomes et même les laisser décider de leurs actions? À l'université de Pennsylvanie, l'armée finance une partie des travaux de Vijay Kumar sur des drones sans liaison extérieure et capables comme nous de percevoir leur environnement. Sur ce robot, il y a 2 puces ici. Ce sont des gyromètres. Ils jouent le même rôle que les canaux semi-circulaires qui se trouvent dans nos oreilles et qui nous permettent de nous orienter. Ces gyromètres mesurent les vitesses angulaires plusieurs milliers de fois par seconde. Cette puce est un accéléromètre qui fait sentir au robot les accélérations latérales. Elle remplit la même fonction que les otolithes à l'intérieur de notre tête. Quand un pilote perçoit un changement d'accélération inattendu, il sait comment rectifier. Les robots font la même chose. Les capteurs rectifient en modifiant la vitesse des rotors et permettent au robot de suivre le chef de patrouille.
Le problème fondamental de la coordination de plusieurs robots, c'est la capacité à rester en formation. Chaque robot doit déterminer où se trouvent ses voisins, sa propre position et gérer très soigneusement la séparation relative. Il suffit de dire à un robot comment se déplacer pour que les autres restent en formation en maintenant un éloignement fixé à l'avance. Dans la figure du 8, ils se frôlent, donc ils doivent lutter contre les effets aérodynamiques de cette proximité et exercer un contrôle très précis, ce qu'ils font de manière autonome. Les robots accomplissent certaines tâches plus rapidement et plus précisément que les pilotes humains. Par exemple, prévoir les mouvements et la forme d'un objet pour s'y adapter. En matière d'acrobatie aérienne, ça va être difficile de battre un robot. Le système neuromusculaire du corps humain met 80 à 200 millisecondes pour réagir à un stimulus visuel. Malheureusement pour l'homme, les robots ont l'avantage de pouvoir faire des calculs des centaines de fois par seconde. Donc leur délai de réaction est de l'ordre d'1 milliseconde ou moins. Ces drones sont reliés à un ordinateur qui, grâce à un système de captation du mouvement et de marqueurs argentés réfléchissants, repère en permanence la position des robots et la leur communique. Mais bientôt, il sera possible de couper le cordon. Et un modèle est déjà capable d'aller partout, tout seul. L'idéal, ce serait d'arriver à faire tout ça sans capteur extérieur, sans GPS. En principe, c'est faisable. Ces robots, qui sont plus gros, examinent tout ce qui les entoure pour savoir où ils se trouvent. Celui-ci est muni d'un télémètre laser qui évalue la distance par rapport à un obstacle et d'une caméra 3D. À bord, il y a la puissance de calcul et les capteurs nécessaires pour analyser l'environnement et s'y adapter. L'appareil détermine sa position et celle des éléments extérieurs pour dresser un plan en 3 dimensions. J'aimerais que ça serve à des fins humanitaires. Imaginez que quelqu'un, depuis un bâtiment, appelle les secours. Bientôt, on sera en mesure d'envoyer une vingtaine de drones dans ce bâtiment. En quelques minutes, ils détermineront combien il y a de personnes, dans quelle pièce, et ils transmettront ces informations aux pompiers à l'extérieur. Mais il y aura toujours des gens pour utiliser une technologie, quelle qu'elle soit, à des fins auxquelles les ingénieurs n'avaient jamais pensé. D'autant que les principaux composants sont d'ores et déjà à la portée de n'importe qui. Là-bas. C'est mon passe-temps depuis 4 ans. Au départ, c'était un jouet que mes chiens coursaient. Et ce violon d'Ingres a viré à l'obsession. Je suis célibataire depuis 30 ans, je n'ai pas d'enfant, je vis avec mes chiens et je lui consacre presque toutes mes nuits et tous mes week-ends. Il y a aux États-Unis des dizaines de milliers de gens passionnés par les drones. Corey Brixen en fait partie. Un quadcopter d'entrée de gamme coûte dans les 500 $. Il y a la cellule, les moteurs, les régulateurs de vitesse et les éléments électroniques, comme le GPS qui envoie les signaux aux satellites. Les caméras sont minuscules, mais haute définition. Comme le Predator, ce quadcopter est équipé d'un pilote automatique programmable relié à un GPS. L'utilisateur entre les coordonnées, l'altitude et la vitesse, et l'appareil vole tout seul. Si pour Corey Brixen ils ne sont qu'un jeu, les drones ont des applications de plus en plus sérieuses. Les Predators de la police des frontières repèrent les immigrés clandestins, tandis que d'autres modèles, plus petits, font de la reconnaissance. Et des milliers de particuliers s'en servent, parfois à des fins politiques. On ne se considère pas comme des défenseurs des animaux, mais comme des détectives privés. On a filmé des gens qui tirent le pigeon en Pennsylvanie avec notre hélico. Il y a eu 2 tirs. L'hélico a perdu de l'altitude. Au 3e tir, il est tombé dans les arbres.
On entend les tireurs se mettre à pousser des hurrahs et à rigoler. Mais on avait d'autres hélicos. Ce drone civil serait le premier à avoir été abattu aux États-Unis. Mais il pourrait ne pas être le dernier. La prolifération de ces robots pose de tels problèmes juridiques qu'un sénateur a proposé une loi pour en limiter l'usage. N'importe qui est susceptible d'utiliser un robot pour vous observer chez vous depuis l'extérieur. Or, chacun a droit à sa vie privée. Les drones qui rentrent d'Afghanistan et d'Irak ne doivent pas servir ici à des activités qui vont à l'encontre de notre Constitution. Le problème, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, 30 000 drones rassembleront des informations. Ils vont changer la donne, et pas seulement aux États-Unis. Actuellement, plus de 55 pays construisent, achètent ou utilisent des robots militaires, surtout volants. Récemment, l'Iran a annoncé posséder un drone armé ayant un rayon d'action de plus de 1600 km. On ignore si sa technologie s'inspire du Sentinelle américain. Les États-Unis ne cessent de mettre au point de nouveaux modèles, comme cette petite caméra volante à hélice baptisée Switchblade. Le Switchblade sort de ce tube. Les ailes, l'empennage arrière et l'hélice se déploient, un peu comme sur un couteau à cran d'arrêt. Quand l'opérateur de vol repère l'objectif sur son écran de contrôle, il donne l'ordre à l'appareil de foncer droit dessus et de faire exploser la charge qu'il contient à l'impact. Nos clients adorent cet appareil. Il devrait protéger nos soldats et sauver la vie d'innocents. Quant au drone tueur qui pourrait remplacer les soldats, il est pour demain. Il y a une dizaine d'années, des gars se sont dit « Si on voulait embarquer un aéronef non piloté sur un porte-avions, on s'y prendrait comment ?» D'ici 2 ans, le prototype X-47B, le premier drone sans dérive de la taille d'un chasseur, remplira son objectif. Décoller d'un porte-avions et y apponter. On affine la technologie qui permettra à cet aéronef non piloté d'apponter seul. On se concentre sur la mécanique de la manœuvre. Le drone vise une position prédéterminée et il réagit très rapidement aux changements dans son environnement pour l'atteindre. L'appareil est équipé de nombreux instruments qui lui permettent de savoir à chaque instant comment fonctionnent tous ses sous-systèmes et de connaître le comportement de son moteur et de ses gouvernes. Il tourne au moment prévu, il revient au moment prévu et il atterrit à l'endroit prévu. Les drones ne se contentent déjà plus d'observer. Un jour, ils participeront peut-être à des offensives aux côtés d'avions pilotés. Ce travail d'équipe, c'est sûrement l'avenir. Les aéronefs d'un porte-avions ne seront pas tous du même type. Pour l'instant, on se dit qu'il n'y aura qu'1 ou 2 drones. Mais s'ils s'avèrent plus utiles que prévu, il y aura peut-être un escadron complet. Ce sera comme la première fois qu'on a utilisé des blindés. Au départ, il y avait plein de chevaux et quelques chars d'assaut, mais ça a changé au fil du temps. Ce sera sûrement la même chose avec ces robots. Petit à petit, les drones gagneront en autonomie. Ils effectueront des bombardements, puis rempliront des missions plus compliquées de combat aérien. Les grands de ce monde discutent déjà des règles d'engagement des drones. La technologie progresse et un jour, ces engins fonctionneront peut-être grâce à une intelligence assez semblable à la nôtre. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas rivaliser avec un pilote humain. Quand un engin comme celui-ci survole un territoire ennemi, des menaces ou des objectifs imprévus se présentent. Et on n'a pas encore mis au point la technologie permettant d'y faire face. Merci d'être venu à Pax River. Les drones de demain seront certainement plus indépendants. Mais si vous demandez aux chercheurs dans le domaine de l'autonomie et de l'intelligence artificielle
S'ils s'inquiètent d'un éventuel soulèvement des machines, la plupart vous répondront « si seulement ». Avoir ne serait-ce qu'un soupçon des capacités adaptatives et cognitives des robots des films marquerait une percée très significative. Bien reçu. Je totalise 2000 heures de vol, et une mission se passe rarement comme prévu. Il y a plein d'impondérables. Rien ne remplace un être humain dans un environnement tactique. C'est lui qui décide de faire telle chose plutôt que telle autre. Un A320 avec 150 passagers à bord traverse une nuée d'oies sauvages qui endommagent les réacteurs. Le pilote ne peut pas se poser et il doit amérir sur l'Hudson. Qui préférez-vous avoir à la manœuvre? Un robot ou un commandant de bord comme Sullenberger? On ne peut pas tout anticiper. Cette capacité à gérer l'imprévu est peut-être le dernier obstacle à franchir, avant de voir des drones autonomes supplanter les avions pilotés. On en est loin, mais je serai le dernier à dire que c'est impossible. L'ambition humaine étant le moteur de l'innovation, une chose est sûre, les drones n'ont pas fini de nous étonner. La DARPA a pour mission de créer et d'empêcher des surprises stratégiques. Et si elle y arrive, nous n'aurons pas de surprise. Les frères Wright ont fait leur premier vol en 1903. Et un siècle plus tard, on est aux commandes d'aérodynes légers télépilotés. On vient de prendre notre envol. On ne peut qu'aller plus haut.